bonsoir, nous sommes le mardi 8 septembre. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal d'information. Tout de suite, les titres de votre actualité locale. Le développement de l'enseignement privé musulman, la France compte une quarantaine d'établissements confessionnels de ce type, dont celui de Montigny-le-Bretonneux. Cette année, la classe de 6e vient d'être placée sous contrat d'association avec l'État. À la Verrière, le groupe mutualiste MGEN fait peau neuve, 100 millions d'euros investis pour une reconstruction intégrale. Présentation du futur établissement qui verra le jour en 2019. La maison de l'entreprise de Saint-Quentin-en-Yvelines lance la nouvelle édition de son ski Entreprise Challenge. 30 000 € en jeu pour soutenir vos projets. Explication en plateau avec Jean-Marc Borgiotti, chargé de relations entreprises. Et nous parlerons également du nouveau Pass Navigo, un tarif unique en vigueur depuis le 1er septembre. Une aubaine pour les voyageurs, mais est-ce un bon coup politique à quelques mois des élections? Le transport, l'enjeu des prochaines régionales en Ile-de-France. Et ce soir, je le disais, nous recevons Jean-Marc Borgiotti. Bonsoir et merci d'être venu sur notre plateau. Vous allez nous parler du ski Entreprise Challenge dans quelques instants, mais avant cela, nous passons donc à l'actualité de ce mardi. Et l'actualité de ce mardi, c'est avant tout la colère des buralistes. Aujourd'hui, près d'une centaine de buralistes s'étaient mobilisés dans près de 80 villes de France. Dans les Yvelines, ils ont même déployé une banderole hier sur la Nationale 10 pour protester contre le paquet neutre et la hausse du prix du tabac qui pourrait s'élever jusqu'à 10 €. Pour en parler avec nous, nous sommes en ligne avec ce Jean-François Vigourou, président de la délégation des Yvelines de la Chambre syndicale des buralistes. Jean-François Vigourou, vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les revendications des buralistes? Alors, la revendication primaire, c'est en fait, on est contre le paquet neutre de Marisol Touraine, qui veut en fait, il faut faire une différence entre le paquet neutre et le paquet générique. Le paquet générique, c'est ce qui a été voté par l'Europe. Donc tous les pays européens auront 65% de mentions sanitaires, mais Marisol Touraine elle veut toujours faire plus parce que c'est dans l'air du temps, c'est toujours mieux faire que les autres. Donc elle veut faire 100% du paquet en mention sanitaire. C'est-à-dire que plus aucune marque d'affiché, plus aucun logo et plus aucune couleur. Tout sera donc marron et il y aura juste sur la tranche, sur la hauteur. Marqué à même. Et qu'est-ce que cela change vraiment pour vous, buralistes? Pour nous, si vous voulez, ça dénature totalement notre outil de travail. Hein, si vous voulez, pour nous le paquet neutre, c'est du marketing sanitaire. C'est ni plus ni moins que ça. Ça changera rien. On voit bien qu'en Australie, ils disent que on a perdu 3 ou 4% de fumeurs. Que ça a fait baisser 3 ou 4% de fumeurs. Vous comprenez en même temps que la France doit faire face doit mettre en place des préventions sanitaires pour éviter que les citoyens français continuent à fumer. Mais bien sûr, mais on n'est pas contre en fait. Nous, dans le monde du tabac, on n'est pas contre la prévention. Mais il faut faire de la prévention. Et si on fait de la prévention, on veut que ça soit une harmonisation sur tous les pays d'Europe. On a déjà un paquet cher au niveau, un des plus chers au niveau d'Europe. Donc ce qu'on veut, c'est que si on fait des mentions sanitaires, qu'on le fasse pour tout le monde pareil, et tout comme les prix. C'est-à-dire qu'on doit tous être au même prix. Et lorsqu'on sera tous au même prix, alors à ce moment-là, il n'y aura aucun souci. Et on arrivera à se battre. La mobilisation va-t-elle continuer? Est-ce que vous avez d'autres actions prévues prochainement? Il y a d'autres actions prévues qui sont prévues sur toute la France. Je peux pas vous dire exactement parce que je préfère que ça reste confidentiel. Mais il y a d'autres actions prévues. Très bien. Eh bien, merci Jean-François Vigourou. Nous suivrons donc cette actualité. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Hier, le président de la République a annoncé la prise en charge par la France de 24 000 migrants, ces hommes et femmes qui fuient massivement le conflit syrien. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a envoyé une lettre à tous les maires de France pour les sensibiliser à la situation de ces populations civiles et remercier également les élus qui ont accepté d'accueillir des familles. Dans les Yvelines, certaines villes comme la Verrière, Jouy-en-Josas ou encore les Mureaux ont déjà fait savoir leur souhait de prendre part à cet effort d'humanité commun. Je vous propose tout de suite d'écouter le maire de la Verrière, Alain Hajaj. On va s'adresser aux citoyens verriérois pour leur dire, voilà, vous pouvez être vous aussi acteurs de ces démarches. On a des partenaires, des bailleurs sociaux, on a des partenaires locaux auxquels on va s'adresser et leur dire, et si ensemble on faisait un effort, on n'est pas obligé, on ne peut pas en accueillir 15, 20 familles, mais on peut peut-être accueillir quelques familles. Et puis à l'échelle de l'agglomération, il y a des associations, il y a des services, il y a des villes qui peuvent peut-être faire plus d'efforts que d'autres. Voilà. Et en tout cas, plutôt que de renvoyer à l'autre, mettons en commun. Mettons en commun notre envie, mettons en commun nos moyens, mettons en commun notre humanité.
Et selon nos confrères du Parisien, les communes de Saint-Cyr-l'École, Saint-Germain-en-Laye et Mantes-la-Ville ont déjà, quant à elles, fait part de leur opposition à l'accueil de ces réfugiés. À noter également parmi les nombreuses déclarations des politiques, celle d'Henri Guénaud, député Les Républicains des Yvelines. Invité du Club de la Presse hier soir sur Europe 1, il a estimé que l'effort d'accueillir 24 000 migrants était considérable, mais je cite, que nous pouvions le faire. Le député s'oppose en revanche à l'idée des quotas et souhaite que l'on s'occupe des causes du problème. Chaque année, vous le savez, on parle encore de la rentrée. Les établissements privés musulmans font l'objet d'une forte demande d'inscription, des demandes qu'ils ne peuvent pas toujours satisfaire car ils sont peu nombreux en France. Depuis la rentrée 2015, l'Institut de formation de Saint-Quentin en Yvelines bénéficie de son premier contrat d'association avec l'État pour une classe de 6e. Les précisions de William L. Tous les jours, un tiers de ces jeunes effectuent un trajet de plus de 40 km pour se rendre à l'école. Ils sont inscrits dans l'un des 4 établissements musulmans privés du département des Yvelines. Une offre qui ne répond pas à la demande. En moyenne, ici, une demande d'inscription sur 2 aboutit en raison du nombre de places disponibles. Nous sommes restreints par les cotisations scolaires qui demeurent élevées, en particulier quand nous sommes hors contrat. Pour nos classes hors contrat, la cotisation scolaire est relativement élevée. Et nous sommes aussi contraints par l'espace, parce que nous avons un bâtiment qui, bien qu'il soit grand, on ne peut pas accueillir toutes les demandes. Et aujourd'hui, nous nous limitons à une classe par niveau, par exemple. Le 24 août dernier, l'Institut de formation de Saint-Quentin en Yvelines a signé son premier contrat d'association avec l'État pour cette classe de 6e. Le directeur de l'établissement, lui, espère étendre ce statut aux autres classes. Au sens propre du terme, c'est être associé au service public de l'éducation nationale. Donc les établissements privés qui sont sous contrat d'association veut vraiment dire qu'ils sont associés à la mission d'enseignement aux côtés des établissements publics. Pour être éligible, un établissement doit avoir fonctionné pendant 5 années hors contrat. Pour son 7e anniversaire, l'Institut de formation de Saint-Quentin en Yvelines a pu bénéficier de ce dispositif qui, en plus des subventions, permettra une baisse des cotisations pour les familles de cette classe. On estime qu'à minima, la cotisation scolaire de 3 500 € à minima devrait être divisée par 2. Nous y voyons un signe supplémentaire de reconnaissance de l'État de notre démarche et de sa volonté justement d'appuyer notre travail. L'Institut de formation de Saint-Quentin en Yvelines compte près de 200 élèves pour des classes allant du CP à la seconde. En France, il n'existe qu'une 50aine d'établissements de ce type avec encore très peu de contrats en association avec l'État. Et l'Institut MGEN de la Verrière va bientôt faire peau neuve. Ce matin, les équipes ont présenté le projet de reconstruction du site qui doit commencer dans le courant de l'année 2016. L'établissement le plus important du groupe prend en charge des patients de la préadolescence à la personne âgée. Mélanie Poquet était sur place. C'est à ça que ressemblera le nouvel institut sur le site Marcel Rivière. Il regroupera les patients des centres Denis Forestier, centre gériatrique créé en 1974, et Marcel Rivière, établissement de santé mentale construit en 1959. La plupart des pavillons d'habitation n'ont pas évolué depuis cette année, depuis l'année 1959. Donc oui, il y avait un besoin en santé mentale. En ce qui concerne le bâtiment, l'autre hôpital, Denis Forestier, la médecine, le court séjour et les soins de suite, les besoins auraient pu attendre encore quelques temps. Mais pour des raisons d'efficience économique, on fait l'ensemble en une seule fois. Les bâtiments actuels d'une capacité de 409 lits seront détruits pour faire place au futur établissement. À l'ouverture, le futur institut comptera 485 lits et 45 places. Pendant les travaux, le site gériatrique de Denis Forestier n'est pas touché par les travaux, il fonctionne de la même manière. Par contre, l'Institut Marcel Rivière voit une diminution partielle de son nombre de lits de psychiatrie durant cette période des travaux, puisque nous construisons, comme l'on dit, en site occupé. Le centre se structurera en 4 pôles cliniques pour prendre en charge les patients de la préadolescence aux personnes âgées. Des travaux qui vont aussi concerner la population verriéroise et alentours. On a beaucoup discuté avec la MGEN sur l'originalité finalement de la conduite du chantier. On veut un chantier environnemental de grande qualité et puis que la MGEN, entreprise de l'économie sociale et solidaire, s'implique avec l'entreprise dans différentes clauses, faire travailler les sous-traitants locaux, former des jeunes, privilégier l'emploi local et la formation.
Représentant un investissement de plus de 100 millions d'euros, le nouvel institut devrait voir le jour en 2019. Les démolitions des bâtiments actuels commenceront en mars 2016. Il est temps maintenant de passer à notre entretien de cette édition. Je le rappelle, nous recevons Jean-Marc Borgetti de la Maison de l'Entreprise. Vous êtes venu nous parler du Ski Entreprise Challenge car la fin des inscriptions approche, c'est le 18 septembre, il me semble. Oui, tout à fait, bonsoir. Tout à fait, donc 18 septembre, clôture des inscriptions pour ce concours qui a pour vocation de valoriser l'entrepreneuriat et promouvoir évidemment les initiatives de créateurs et de chefs d'entreprise sur Saint-Quentin en Yvelines. Alors il y a plusieurs catégories dans ce concours, c'est ça? À qui ça s'adresse? Nouveauté de ce concours, 4 catégories. Nos créateurs d'entreprise, bien évidemment, créateurs aussi d'emplois et d'initiatives, les chefs d'entreprise du territoire, commerçants, artisans, prestataires de services. Une catégorie innovation qui permet de récompenser les projets les plus innovants du territoire. Et une catégorie entrepreneurs étudiants qui est dans le cadre de dispositifs notamment liés à l'université de Saint-Quentin en Yvelines. Donc 30 000 euros sont en jeu. Comment cela va se répartir, se distribuer un petit peu? Alors, sur les 4 catégories, les dotations sont réparties en fonction des notes que vont attribuer le jury. Donc, on va avoir une première phase de présélection de dossiers qui vont attribuer globalement 5-6 candidats par catégorie pour les amener dans une grande finale, notamment par le biais d'un pitch de 5 à 10 minutes où les différents entrepreneurs nous présenteront leur dossier et le meilleur vaincra. Voilà. Donc c'est un peu un grand oral pour les entrepreneurs. Le jury, je le rappelle, est composé de partenaires comme EDF, mais il y a aussi plusieurs banques qui vont examiner les dossiers, voir justement les candidats. Les critères de sélection, ça va être un projet original, ça va être un projet pertinent, un projet, je sais pas, peut-être un peu axé sur l'environnement? Alors, ça va être un mix peu de tout ça, on va dire, ce sont des projets évidemment entre guillemets qui tiennent la route, qui sont viables évidemment économiquement et aussi qui ont un intérêt, un impact sur le territoire de Saint-Quentin, que ça soit sur le volet création, entrepreneuriat ou innovation, bien évidemment. Est-ce que par rapport à une certaine catégorie, vous avez déjà commencé à recevoir des dossiers, peut-être les jeunes entrepreneurs, c'est une catégorie où vous avez beaucoup de dossiers qui viennent? Disons, on a beaucoup d'entreprises du territoire aujourd'hui qui sont intéressées par ce concours, du fait aussi de la spécificité qu'on ouvre à toutes les entreprises du territoire. Il n'y a pas forcément de critères d'âge ou de taille au niveau des entreprises. Donc nous recevons évidemment des candidatures sur cette catégorie-là. Nous avons aussi des dossiers qui viennent liés à l'innovation et aussi évidemment les créateurs d'entreprises. Grâce à ce concours, il y a plusieurs entrepreneurs qui ont réussi à se lancer. Est-ce que vous avez un exemple qui pourrait inspirer ceux qui hésitent peut-être à s'inscrire? Oui, tout à fait. J'ai un exemple qui peut être remarquable. Je pense au créateur de la société Santiméo, Benjamin Dupays, qui était venu nous rencontrer pour un projet de création de distribution de chewing-gum. Un projet qui aujourd'hui a été lauréat de notre concours sur l'édition 2013 et qui aujourd'hui draine quelques millions d'euros de la création d'emplois au niveau local et qui est aussi une représentativité au niveau national. Donc c'est un bel exemple de réussite sur un projet de distribution de chewing-gum, par exemple. Eh bien, merci Jean-Marc Borgetti d'être venu sur notre plateau. Alors, je le rappelle, la fin des inscriptions, c'est le 18 septembre. Plus de précisions sur le site www.skyentreprise.com. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et le pass Navigo à tarif unique, c'est dorénavant, une réalité pour plus de 3 800 000 franciliens. 70 € par mois pour se rendre du cœur de Paris à la zone la plus reculée de notre région. Pour en parler avec nous en plateau, Wilfried Richy. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Florane. Effectivement, l'information mérite que l'on s'y attarde un peu, car cette révolution sur le plan tarifaire en place officiellement depuis le 1er septembre, c'est un élément qui va jouer dans l'issue du scrutin des prochaines régionales. 6 et 13 décembre, les électeurs se rendent aux urnes et il y a fort à parier qu'au moment de faire leur choix dans l'isoloir, ceux qui utilisent le train, ils sont tout de même un peu plus de 3 millions, presque 4 millions, vous l'avez rappelé. Il y a fort à parier et qu'ils se demanderont ce que le ou la nouvelle présidente de l'Île-de-France fera de ce fameux pass Navigo. Alors petit rappel tout d'abord, le pass Navigo version 2015-2016, comment ça marche? C'est simple, avant le 1er septembre. Pour se rendre de la zone 1 à la zone 5, la plus éloignée, il fallait débourser plus de 116 €. Dorénavant, ce sera 70. Plus on fait de grands trajets, plus l'économie mensuelle est importante. À noter que les abonnements pour les plus petits trajets, qui coûtaient moins cher que 70 € par mois, sont maintenus. Qu'en pensent les usagers? Voici quelques avis. Je pense que c'est une bonne idée. Ça permet aux gens qui sont en banlieue d'accéder, de circuler un peu partout. À 70 €, c'est ça? Oui.
Mais je trouve que c'est une bonne chose, oui. Oui, j'avoue que c'est assez intéressant à ce prix-là pour les 5 zones. Vu que pour 2 zones, je payais à peu près 20 €. Donc ouais, ça peut être intéressant. Ouais, le nouveau pass Navigo, je pense que c'est une bonne chose parce que c'est abordable à tout le monde. Pour moi, je pense que ça m'arrange beaucoup. Du coup, je paye 120 €. Et là, quand je paye presque la moitié, ça m'arrange beaucoup. Oui, c'est bien. Ça permet qu'il n'y ait pas de déséquilibre entre les gens qui habitent dans les différentes régions et dans les différentes zones et que ça met tout le monde au même niveau. Alors le pass Navigo, tarif unique, ça séduit forcément, l'inverse ce serait surprenant. Le président du conseil régional Jean-Paul Huchon ne manque pas de rappeler qu'il est celui qui a permis cette première mondiale, en toute modestie bien sûr. Comme lors de cette conférence de presse, c'était en fin de semaine dernière, il rappelle son engagement régulièrement, quitte d'ailleurs à tacler dans son propre camp de bonne guerre tout de même quand on se souvient de la façon dont il a été évincé lorsqu'il souhaitait briguer un nouveau mandat. Je sais bien que les Verts disent c'est super, c'est nous. Les communistes disent c'est super, c'est nous, et que les socialistes disent c'est très malin, c'est fort, etc. Mais il faut le faire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne suffit pas de déclamer, il faut faire. Et côté politique, justement, Wilfried, quelles sont les réactions ? Alors si les critiques n'ont pas manqué au moment de mettre en place ce pass Navigo, personne n'imagine véritablement revenir dessus aujourd'hui. Voyez ce tweet tout d'abord de Cécile Duflot. L'écologiste était favorable à ce pass depuis le début, mais elle veut souligner son implication parce que, rappelons-le, les Verts et le PS n'ont pas conclu d'accord pour la régionale. L'idée d'une liste commune dès le premier tour, ce n'est pas vraiment d'actualité. Le candidat du Front National, Valorant de Saint-Just, s'est lui fendu d'un communiqué pour expliquer qu'en cas de victoire, il n'y aurait pas de changement, sauf sur le mode de financement du dispositif. Il ira chercher les fraudeurs pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. Quant à Valérie Pécresse, la candidate Les Républicains, elle se serait bien passée de ce dispositif. Elle parle de mesures électoralistes. Elle tacle d'ailleurs aussi sur le montant de la facture. Un tarif unique, cela signifie 485 millions d'euros de recettes en moins. Qui va payer? D'ailleurs oui, qui va payer? La réponse de Jean-Paul Huchon. Enfin, vous savez, quand vous êtes sur un sujet comme celui-là, aussi large, aussi révolutionnaire, qui concerne 4 millions de personnes, aller chercher à savoir si ça sera, je dirais, 350, 400, 500, quelle importance ça a? C'est quelque chose que nous maîtrisons. Enfin, nous, notre budget, il est équilibré. Le mode de financement n'est tout de même pas très clair. Surtout, la conséquence probable de ce tarif unique, c'est la hausse de la fréquentation dans les transports. Alors que les nouvelles infrastructures ne sont pas encore en service pour le Grand Paris, on sait qu'il faudra tout de même attendre quelques années. Les usagers pourraient finalement ne pas apprécier ce cadeau. Malgré tout, au PS, on veut assumer cet héritage de Jean-Paul Huchon pour cette campagne. Écoutez Benoît Hamon, député des Yvelines, candidat au régional, aux côtés donc du nouveau candidat socialiste, et c'est Claude Barthelone. Benoît Hamon qui est en charge du projet de son parti. Déclaration faite sur le plateau de ce journal vendredi dernier. On a eu un engagement extrêmement fort, combattu par Madame Pécresse et que nous avons mis en œuvre. J'espère qu'elle le gardera, en dépit du fait qu'elle l'ait combattu, si jamais elle devait être un jour présidente de la région, en tout cas qu'elle s'engage là-dessus. Mais bon, pour éviter les mauvaises surprises, il faut, à mon avis, je me battrai pour ça, non seulement poursuivre en matière de politique de transport ce que nous avions commencé, mais se donner une nouvelle énergie avec Claude Barthelone. Eh bien, merci Wilfried. On vous retrouve la semaine prochaine pour le retour du Café Politique avec la maire des Clés-sous-Bois, Véronique Coté-Millard, et dès vendredi pour l'édition du week-end du journal. Merci Florane. De rien. Et un mot de sport, il n'y a pas eu de miracle pour les Cougars de Montigny-le-Bretonneux en demi-finale de play-off de 2e division. Les outsiders Igny-Montins se sont inclinés contre Clermont-Ferrand 14-4 dans le premier match et 9-3 dans le second. Retour sur ces matchs avec Mickaël Elmidoro et Élodie Moine. Clermont-Ferrand est décidément la bête noire des Cougars de Montigny-le-Bretonneux cette saison. Après avoir perdu 4 fois en 4 matchs contre les Auvergnats en saison régulière, les Igny-Montins se sont une nouvelle fois inclinés à domicile en demi-finale des play-offs de 2e division. Les Saint-Quentinois n'ont rien pu faire dans les 2 premiers matchs de leur série. Score final 14-4 dans la première manche et 9-3 dans le second acte. Alors on avait pour stratégie en fait d'essayer de rester proche au niveau du score parce qu'ils avaient un bon lanceur américain. Malheureusement, on n'a pas pu le faire. On a commis quelques erreurs en défense. Ils ont vite pris le large. Et après, on n'a pas pu remonter sur le score. Tous les frappeurs frappent, tous les frappeurs mettent la balle en jeu.
Et ça, c'est vraiment un avantage, contrairement à nous qui n'avons pas réussi, avec tous nos frappeurs, à frapper comme il faut. Pour espérer se qualifier en finale de play-off, les Cougars n'auront pas le droit à l'erreur lors de leur déplacement en Auvergne dimanche 13 septembre. Une seule défaite sur les 3 matchs les empêcherait d'accéder à la finale. Ce qu'il faut rectifier, c'est peut-être un peu plus de concentration au niveau défensif et reprendre un peu les automatismes de la saison en attaque. On a eu une coupure de 1 mois. On a repris l'entraînement la semaine dernière, donc on n'est pas encore tout à fait prêt. On a montré des bonnes choses. Maintenant, il nous manque les automatismes qu'on avait en saison. Il va falloir qu'on les retrouve très vite parce que les 3 prochains matchs, c'est la semaine prochaine. Le sans faute est donc obligatoire pour continuer de rêver à la montée en première division la saison prochaine. Et les rencontres sportives, vous les retrouverez dans l'agenda de ce vendredi, dans le journal du vendredi. Justement, en parlant de sport, quelle activité allez-vous faire cette année pour les indécis? Il fallait se rendre ce week-end au forum des associations. Nous étions à celle de Montigny-le-Bretonneux, au stade Pierre de Coubertin. 48 sections sportives et 69 sections culturelles étaient présentes. La ville a d'ailleurs reçu cette année la mention de la ville la plus sportive des Yvelines par le comité olympique départemental. Nous avons rencontré une association de théâtre, la Compagnie de la Bobine. Elle a été créée en 2005, mais c'était sa première participation au forum. On écoute. C'est une association unimontaise qui s'intéresse au théâtre contemporain. C'est une troupe constituée de passionnés de théâtre, des débutants, des très expérimentés. Et chaque année, en fait, à partir de la rentrée, on monte un nouveau projet qu'on présente fin mai et en juin à la salle Jacques Brel à Montigny-le-Bretonneux, puis aussi au théâtre du Ranelagh à Paris. Et on rejoue à Voisins et à Écrone à la rentrée. Et après, on redémarre un nouveau projet. Et surtout, restez avec nous dans un instant sur TV Fil, le retour du 7-8 Société avec Nouradine Allier. Premier débat de la saison autour de la réforme du collège. Alors, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui bloque? La mobilisation se poursuit contre le projet de la ministre Najat Vallaud-Belkacem. Un appel a été lancé pour une grève le 17 septembre. En plateau, vous retrouverez responsables politiques du PS, du Parti chrétien-démocrate, ainsi que des syndicalistes SFDT et SNES. Le 7-8 Société, c'est bien sûr à revoir sur notre site internet, comme l'intégralité de nos émissions et de nos reportages. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 18h pour le direct et pour une nouvelle édition du journal. Je vous souhaite une excellente soirée.